L'odeur du café frais flottait encore dans notre cuisine lyonnaise, lorsque l'appel téléphonique a tout changé. C'était un matin d'octobre. Des feuilles dorées dansaient devant la fenêtre de notre vieil appartement de la rue de la République. Et je venais de servir 2 tasses de notre routine matinale de plusieurs décennies. Hélène, ma sœur cadette, a répondu avec cette voix rauque que la cigarette lui avait donnée à 68 ans. À l'autre bout du fil, un avocat parisien annonçait l'impossible. Notre tante Marguerite, que nous connaissions à peine, était décédée et avait légué 9,3 millions d'euros entièrement à Hélène. Je me souviens comment ses mains ont tremblé en tenant le téléphone, comme si le poids de ces chiffres pouvait le briser. Le vent froid d'automne s'engouffrait par l'interstice de la fenêtre, mais c'est le froid dans son regard qui m'a vraiment fait frissonner. En quelques heures, ma sœur s'était transformée en une étrangère. 3 jours. C'est tout ce qu'il a fallu pour qu'Hélène me chasse du foyer que nous avions partagé pendant 45 ans. « Marie-Claire, tu dois partir », dit-elle, évitant mon regard tout en feuilletant des documents bancaires sur la table du salon. Ces mots coupèrent plus profondément que le vent glacial qui balayait les rues étroites de Lyon. J'ai pris ma valise en cuir usé, la même que j'avais utilisée quand nous avions emménagé ici après la mort de nos parents, et j'ai marché le long des rives du Rhône. La rivière coulait indifférente à mon désespoir, ses eaux sombres reflétant les lumières de la ville, qui ne m'appartenaient plus. À 72 ans, je me suis retrouvée seule pour la première fois de ma vie, ne portant que les souvenirs d'une fraternité que je pensais incassable. L'arôme des croissants des boulangeries me rappelait tous les matins que nous avions partagés, maintenant seulement des fantômes d'une intimité perdue. Les premiers jours furent une leçon cruelle de survie. J'ai trouvé refuge dans un hôtel bon marché, près de la gare Pardieu, où le bruit constant des trains me tenait éveillée. La chambre sentait le moisi et les vieilles cigarettes, mais c'était tout ce que je pouvais me permettre avec mes économies minces. Le matin, je marchais jusqu'au café où je connaissais les propriétaires, ne demandant qu'un café noir et feignant de lire de vieux journaux pour paraître moins pathétique. C'est dans ces endroits que j'ai découvert comment la fortune d'Hélène était devenue la conversation de la ville. Les journaux locaux affichaient des titres sur « l'héritage millionnaire » et de vieilles photos de nous que quelqu'un avait vendues. Des avocats élégants ont commencé à circuler autour d'elle, comme des vautours. Et j'ai vu de loin comment de nouveaux amis sont apparus soudainement. La solitude pesait sur mes épaules, comme un manteau mouillé que je ne parvenais jamais à enlever. Le coup à la porte de ma chambre fut aussi inattendu que désespéré. Il était presque minuit lorsque j'entendis les sanglots de l'extérieur. Je reconnus ce pleur avant même d'ouvrir. Hélène était là, les cheveux ébouriffés et les larmes coulant sur son visage vieilli, semblant avoir vieilli de plusieurs années en quelques jours. « Marie-Claire, j'ai besoin de toi », murmura-t-elle, et pour la première fois depuis l'héritage, sa voix sonnait à nouveau, comme celle de ma sœur. Elle parla des avocats qui la pressaient de signer des papiers qu'elle ne comprenait pas, des faux amis qui apparaissaient en demandant des prêts, de la peur constante que tout le monde autour d'elle ne soit intéressé que par l'argent. Entre nous deux, dans cette pièce minuscule aux papiers peints écaillés, le poids du silence était assourdissant. Une partie de moi voulait la laisser dehors, la laisser goûter à son propre poison. Mais il était impossible d'ignorer le désespoir authentique dans ses yeux. Décider de l'aider fut simultanément la chose la plus difficile et la plus naturelle que j'ai jamais faite. J'ai établi des conditions. Elle paierait un appartement décent pour moi, me donnerait accès aux informations financières et, plus important encore, reconnaîtrait publiquement l'erreur qu'elle avait commise. Nous avons passé des jours à revoir des contrats, à identifier les profiteurs et à prendre des décisions qui auraient dû être prises ensemble dès le début. Au Café du Soleil, notre ancien refuge de la place Bellecour, nous nous sommes assises avec des verres de Côte-du-Rhône et des plats de coq au vin, essayant de reconstruire des ponts brûlés. Hélène a admis que l'argent avait éveillé une avidité qu'elle ne savait pas posséder,
une peur de revenir à la vie simple que nous avions toujours connue. Moi, à mon tour, j'ai reconnu que je devais aussi apprendre à pardonner, non seulement elle, mais moi-même, d'avoir permis que l'orgueil détruise presque notre relation pour toujours. Aujourd'hui, 6 mois plus tard, nous partageons un appartement élégant dans le 6e arrondissement. Mais plus important encore, nous partageons à nouveau les matins arrosés de café et de conversation. L'argent est toujours là, investi sagement dans un mélange de placements sûrs et de dons à des œuvres de bienfaisance locale, quelque chose que nous avons décidé ensemble. Hélène a appris que la fortune sans famille n'est que des chiffres sur un compte bancaire, tandis que j'ai découvert une force intérieure que je ne savais pas posséder. Parfois, en marchant le long des rives du Rhône, en fin d'après-midi, quand les lumières de la ville commencent à s'allumer, je réfléchis à la façon dont la plus grande richesse n'était pas dans les 9,3 millions d'euros qui ont failli nous séparer pour toujours, mais dans la capacité de 2 sœurs âgées à se retrouver après avoir failli se perdre. La question qui demeurait: combien de familles perdent cette chance de recommencer quand l'orgueil parle plus fort que l'amour? La réconciliation ne s'est pas faite du jour au lendemain. Dans les semaines qui suivirent, alors que nous mettions de l'ordre dans le désordre financier qu'était devenu la vie d'Hélène, nous avons découvert des couches de manipulation que nous n'aurions jamais imaginé exister. Un avocat parisien avait convaincu ma sœur d'investir 2 millions dans un programme immobilier douteux, promettant des rendements astronomiques. Assise dans son bureau de l'avenue des Champs-Élysées, avec sa décoration ostentatoire et sa vue sur l'Arc de Triomphe, nous avons confronté l'homme qui avait failli nous voler notre héritage. Hélène tremblait à mes côtés, mais cette fois non pas d'avidité. C'était une peur pure d'avoir été trompée. L'odeur de cuir cher des meubles contrastait avec la pourriture morale de cet endroit. Il a fallu menacer de poursuites et d'expositions publiques pour récupérer l'argent. À ce moment-là, j'ai réalisé que ma sœur avait besoin de moi non seulement par affection, mais par protection réelle contre les prédateurs financiers. Les premiers signes de changement sont apparus quand Hélène a commencé à questionner chaque personne qui l'approchait. Lors d'un déjeuner au restaurant Paul Bocuse, j'ai observé comment elle analysait soigneusement chaque serveur, chaque client proche, cherchant des signes d'intérêt au-delà du professionnel. L'environnement élégant, avec ses nappes blanches immaculées et ses cristaux scintillants, semblait amplifier sa paranoïa. « Tu crois qu'il sait qui je suis ?» murmurait-elle à propos du sommelier qui avait recommandé un coûteux Bourgogne. Il était douloureux de voir comment l'argent avait transformé sa perception du monde. Chaque gentillesse était devenue suspecte, chaque sourire un piège possible. Mais c'était aussi plein d'espoir, car cela signifiait qu'elle comprenait enfin les dangers de la richesse soudaine. Cet après-midi-là, avec le soleil d'hiver filtrant à travers les fenêtres du restaurant, j'ai senti que ma sœur redevenait humaine. La véritable guérison est venue quand nous avons décidé d'utiliser une partie de l'argent pour aider d'autres personnes. Hélène a suggéré de créer un fonds pour les personnes âgées vulnérables à Lyon, et j'ai vu ses yeux briller pour la première fois depuis l'héritage, non pas d'avidité mais de détermination. Nous avons visité des hospices et des centres communautaires dans les quartiers les plus pauvres de la ville, des endroits où l'odeur de désinfectant ne pouvait pas masquer la solitude des oubliés. Dans l'un d'eux, nous avons rencontré Madame Dubois, une dame de 85 ans qui n'avait pas reçu de visite depuis 3 ans. Quand Hélène lui a tenu la main et a promis que personne ne serait plus oublié, j'ai vu des larmes dans les yeux des deux. L'argent avait finalement trouvé un but plus grand que notre propre réconciliation. C'était comme si chaque euro donné lavait un peu de la culpabilité et de l'amertume que nous portions. À ce moment-là, j'ai compris que l'héritage n'avait pas été une malédiction, mais une opportunité déguisée. Notre routine quotidienne a complètement changé. Au lieu de vivre dans la peur ou l'ostentation, nous avons établi une vie équilibrée entre confort et responsabilité. Chaque matin, nous prenons le café sur le balcon de notre nouvel appartement, observant Lyon s'éveiller sous notre fenêtre. L'arôme des croissants de la boulangerie du coin
se mêle au parfum des fleurs qu'Hélène a insisté pour planter. Des roses rouges que notre mère adorait. Après le café, nous examinons ensemble les rapports du fonds de bienfaisance, décidant quel projet soutenir. L'après-midi, nous nous promenons dans le Vieux-Lyon, conversant avec des commerçants que nous connaissons depuis des décennies et qui nous voient maintenant avec un mélange de respect et de curiosité. Ils savent pour l'argent, mais ils perçoivent aussi que cela ne nous a pas changés, essentiellement. Nous sommes les mêmes femmes qu'avant, juste avec plus de responsabilités et, curieusement, plus de simplicité dans nos gestes. La richesse nous a appris la valeur de la modération. La relation avec nos voisins et connaissances s'est également transformée de manière inattendue. Certains se sont éloignés, clairement mal à l'aise avec notre nouvelle situation financière, comme si la proximité de l'argent pouvait contaminer leur propre vie simple. D'autres se sont trop rapprochés, avec des demandes pas très subtiles, d'aide financière ou d'investissement dans des affaires douteuses. Mais nous avons découvert un troisième groupe, des personnes authentiques, qui ont continué à nous traiter exactement comme avant, et celles-ci sont devenues notre véritable famille choisie. Monsieur Laurent, le propriétaire de la librairie, où nous achetions toujours des romans policiers, a continué à nous recommander des livres avec le même enthousiasme que toujours. Madame Fournier, notre voisine du dessous, partage encore avec nous ses gâteaux aux prunes le dimanche. Ce sont ces petits gestes de normalité qui nous maintiennent connectés à la réalité, nous rappelant que nous sommes plus que notre compte bancaire. Aujourd'hui, en regardant en arrière, je réalise que l'expulsion fut le meilleur cadeau qu'Hélène ait pu me faire, même si aucune de nous ne le savait, à l'époque. Pendant ces 3 jours de solitude forcée, j'ai découvert une force intérieure que des décennies de vie protégée n'avaient pas révélée. J'ai appris à me débrouiller seule, à prendre des décisions difficiles, à affronter l'incertitude avec dignité. Hélène, de son côté, a appris que l'argent sans amour est une prison dorée et que la vulnérabilité n'est pas une faiblesse. C'est le courage d'admettre ses erreurs et de demander de l'aide. Maintenant, quand nous marchons ensemble dans les rues de Lyon au crépuscule, avec le soleil couchant qui peint les bâtiments d'or, nous ne sommes plus seulement 2 sœurs âgées, partageant un héritage. Nous sommes 2 femmes qui se sont perdues et se sont retrouvées, qui ont découvert que la vraie richesse était toujours là, dans les petites choses partagées, dans la loyauté silencieuse, dans le pardon courageux qui reconstruit des ponts apparemment détruits pour toujours. L'hiver est arrivé plus tôt à Lyon cette année-là, et avec lui des défis que nous n'attendions pas. La gestion du fonds de bienfaisance s'est avérée plus complexe que nous ne l'imaginions. Chaque demande d'aide apportait une histoire de douleur qui nous touchait profondément. Assise dans le bureau que nous avions loué rue de la Bourse, entourée de piles de lettres et de rapports, Hélène et moi avons découvert qu'être responsable de tant d'argent signifiait aussi être responsable des espoirs de centaines de personnes. Une lettre d'une mère célibataire demandant de l'aide pour payer le traitement médical de son fils nous a fait pleurer ensemble pour la première fois en des décennies. Le poids de la décision était immense. Aider tout le monde était impossible, mais choisir qui aider semblait une cruauté. Dans ces moments-là, l'appartement élégant et l'argent à la banque semblaient des fardeaux plus lourds que des bénédictions. Nous avons appris qu'à grande fortune vient grande responsabilité, et nous n'étions pas toujours prêtes à porter ce poids. La pression extérieure a également augmenté lorsque notre histoire a fuité dans la presse nationale. Un journaliste du Le Figaro a découvert notre situation et a publié un article intitulé « Les sœurs des millions, de la séparation à la réconciliation ». Nous nous sommes réveillés un matin de décembre pour trouver des photographes à la porte de notre immeuble et des voisins donnant des interviews sur notre vie privée. Hélène a paniqué, voulant se cacher et annuler tous les projets de bienfaisance. Moi, étonnamment, je me suis sentie plus forte. Les 3 jours seuls m'avaient appris que l'opinion d'autrui ne paie pas les factures et ne guérit pas les blessures. Nous avons marché ensemble jusqu'à la boulangerie comme nous le faisions toujours,
ignorant les flashs et les questions hurlées. Monsieur Bertrand, le boulanger, nous a servi café et croissants avec un sourire protecteur, créant une barrière silencieuse entre nous et la curiosité morbide des reporters. À ce moment-là, j'ai réalisé que notre véritable richesse se trouvait dans ces petites gentillesses quotidiennes. L'exposition médiatique a eu des conséquences inattendues. Nous avons reçu des centaines de lettres, certaines demandant de l'aide, d'autres offrant des partenariats douteux, mais beaucoup simplement partageant des histoires similaires de familles divisées par l'argent. Une lettre en particulier m'a marquée. Elle venait d'une femme de Marseille, qui s'était disputée avec sa sœur pour un héritage bien moindre, il y a 15 ans. « Vous m'avez donné le courage de tenter la réconciliation », écrivait-elle. Nous avons décidé de répondre personnellement à ces lettres, transformant notre expérience en quelque chose de plus grand que nous-mêmes. Hélène, qui a toujours été plus réservée, a découvert un talent naturel pour écrire des mots de consolation et d'espoir. Assise à la table de la cuisine, avec l'odeur du chocolat chaud emplissant l'air, nous passions des heures à rédiger des réponses soignées. C'était thérapeutique pour nous deux. Aider d'autres personnes nous aidait à traiter notre propre parcours de pardon et de redécouverte. Le premier Noël après la réconciliation fut différent de tous les précédents. Nous avons décidé de ne pas voyager dans des endroits exotiques, ni d'acheter des cadeaux coûteux. Au lieu de cela, nous avons organisé un dîner pour les personnes seules au centre communautaire que nous soutenions. Voir Hélène servir de la soupe aux sans-abri et converser avec des personnes âgées abandonnées par leur famille m'a montré une transformation que l'argent seul n'aurait jamais pu acheter. La salle était décorée de lumière simple et l'odeur de dinde rôtie rivalisait avec le parfum bon marché et l'odeur de vêtements mal lavés. Mais il y avait une chaleur humaine là, que nos Noëls élégants n'avaient jamais eue. Quand une dame nommée Colette nous a embrassés en pleurant, nous remerciant de ne pas passer la date seule, j'ai senti que nous comprenions enfin la véritable signification de l'héritage de tante Marguerite. Il ne s'agissait pas de nous deux ou de notre confort. Il s'agissait d'élargir notre capacité à aimer et à être utiles au monde. Cette nuit-là, nous sommes rentrés chez nous épuisés, mais remplis. Le printemps est arrivé avec des changements subtils, mais profonds dans notre dynamique. Hélène a commencé à prendre des initiatives sans me consulter, non par manque de respect, mais par une confiance grandissante en son propre jugement. Elle s'est inscrite à un cours de gestion d'ONG à l'université locale, déterminée à mieux gérer nos projets caritatifs. Voir ma sœur cadette, à 68 ans, portant des livres et prenant des notes comme une étudiante universitaire, m'a rempli de fierté. Moi, à mon tour, j'ai découvert une passion inattendue pour la comptabilité. Des chiffres qui m'effrayaient auparavant prenaient maintenant un sens lorsqu'ils étaient liés à des objectifs réels. Nos matins cafés sont devenus des séances d'études conjointes, elle m'expliquant des concepts de gestion, tandis que je l'aidais avec des feuilles de calcul financières. L'appartement sentait constamment le café fort et le papier des nouveaux livres. Nous étions deux étudiantes âgées, redécouvrant non seulement l'une l'autre, mais des versions de nous-mêmes que nous n'avions jamais su exister. Aujourd'hui, 1 an après cette expulsion traumatisante, je peux affirmer que nous avons trouvé un équilibre que nous ne pensions même pas possible. L'argent est toujours là, mais il coule maintenant à travers nous comme une rivière qui irrigue un jardin, nourrissant des projets, des personnes et des rêves au-delà des nôtres. Hélène est devenue une femme plus sage, et j'ai découvert des forces que des décennies de vie protégée n'avaient jamais révélées. Nos disputes surviennent encore. Nous sommes sœurs, après tout. Mais maintenant, nous discutons de stratégies d'investissement social ou de l'institution qui mérite le plus de soutien, non pas de qui contrôle quoi. Lorsque je sors me promener seule le long des rives du Rhône, comme je le faisais les premiers jours après l'expulsion, ce n'est plus par solitude ou amertume. C'est par choix, pour réfléchir au voyage extraordinaire qui nous a menés jusqu'ici. La question qui m'accompagne lors de ces promenades est simple. Aurons-nous un jour le courage de raconter cette histoire
à d'autres familles qui se détruisent pour de l'argent, montrant qu'il est possible de recommencer. 2 ans après l'héritage, nous avons décidé de franchir une étape qui allait changer nos vies pour toujours. Écrire un livre sur notre expérience. L'idée est venue lors d'une conversation avec Madame Rousseau, la bibliothécaire à la retraite qui fréquentait notre centre communautaire. « Vous avez une histoire qui doit être racontée », a-t-elle dit, alors que nous organisions des dons de livres, un matin pluvieux de mars. Hélène a d'abord résisté, toujours plus réservée quant à l'exposition publique. Mais j'ai senti que nous avions l'obligation morale de partager ce que nous avions appris. À 6 heures à la table de la cuisine avec nos cafés du matin, nous avons commencé à écrire nos mémoires tous à la main, dans de simples carnets achetés à la papeterie du coin. Le processus a été à la fois cathartique et douloureux. Revivre chaque moment de la séparation et de la réconciliation à travers les mots nous a forcés à confronter des sentiments que nous n'avions pas encore complètement traités. Chaque page écrite était comme peler les couches d'une vieille blessure qui pouvait enfin cicatriser correctement. Le livre a attiré l'attention d'une petite maison d'édition locale, intéressée par l'authenticité brutale de notre récit. Lors des réunions à la maison d'édition Lumière, située dans un charmant immeuble du 19e siècle près de la place des Terreaux, nous avons découvert que notre histoire résonnait avec des expériences similaires de nombreuses familles françaises. L'éditeur, Monsieur Dubois, nous a raconté qu'il avait reçu des dizaines de lettres de lecteurs qui s'étaient identifiés à des extraits publiés dans la revue littéraire locale. « Vous avez touché à quelque chose d'universel », a-t-il expliqué, ajustant ses lunettes tout en feuilletant notre manuscrit. L'odeur d'encre fraîche et de vieux papier de l'éditeur me rappelait les bibliothèques de ma jeunesse, où lire était une évasion, pas une thérapie. Maintenant, nous étions de l'autre côté de l'équation, offrant évasion et guérison à d'autres à travers notre expérience douloureuse, mais transformatrice. La perspective de voir notre histoire imprimée sur de vraies pages était à la fois terrifiante et excitante. Le lancement du livre « Sœurs perdues, un voyage d'argent, de pardon et de redécouverte » a eu lieu dans une librairie indépendante du Vieux-Lyon, entourée de murs de pierre médiévales, qui semblaient être les témoins silencieux de tant d'autres histoires humaines. La file de personnes intéressées s'étendait dans la rue couverte, bien au-delà de nos attentes les plus optimistes. Parmi les présents, j'ai reconnu des visages familiers. Monsieur Laurent de la librairie, Madame Fournier, notre voisine, et des dizaines de personnes que nous avions aidées grâce au fonds de bienfaisance. Mais il y avait aussi des inconnus, des gens qui avaient voyagé d'autres villes, juste pour entendre notre histoire. Une femme de Bordeaux nous a remerciés de lui avoir donné le courage d'appeler sa sœur, après 10 ans de silence. Un vieil homme de Toulouse a pleuré en racontant comment notre livre l'avait inspiré à partager son héritage avec des enfants éloignés. L'arôme du vin et du fromage de la réception se mêlait à l'émotion palpable dans l'air, créant une atmosphère de communion humaine que je n'avais jamais expérimentée auparavant. Les semaines suivantes ont apporté des invitations à des conférences et des participations à des émissions de radio locales. Hélène, qui avait toujours craint de parler en public, a découvert une voix éloquente lorsqu'il s'agissait de réconciliation familiale. Lors d'une interview sur Radio France Bleu Lyon, son émotion authentique en parlant des 3 jours où elle m'avait laissée seule a tellement touché les auditeurs que la station a reçu des appels pendant des heures. J'ai failli perdre la personne la plus importante de ma vie à cause de chiffres sur un compte bancaire, a-t-elle dit, la voix tremblant légèrement. Toi, si notre histoire peut empêcher une famille de traverser ce que nous avons traversé, cela valait chaque larme versée. Moi, assise à côté d'elle dans le petit studio avec ses murs rembourrés et ses équipements intimidants, j'ai ressenti une profonde fierté de cette femme courageuse que ma sœur était devenue. L'argent nous avait presque détruites, mais le processus de guérison nous avait transformés en de meilleures versions de nous-mêmes. Il était ironique que notre plus grande blessure soit devenue notre plus grande force. La répercussion du livre a dépassé toutes nos attentes
étant même discuté dans des universités comme étude de cas sur les dynamiques familiales et la gestion de la richesse soudaine. Un professeur de sociologie de la Sorbonne nous a invités pour une conférence sur l'argent et les relations familiales dans la France contemporaine. Être dans cette salle historique, entouré d'étudiants jeunes et de professeurs renommés, m'a fait réfléchir à la façon dont notre petite histoire personnelle était devenue quelque chose de plus grand. Pendant le débat, une étudiante a demandé si nous considérions notre expérience unique ou représentative d'un problème social plus large. Hélène a répondu avec une sagesse qui m'a surprise moi-même. Tout argent porte des histoires familiales. La différence est dans la façon dont nous choisissons d'écrire ces histoires, avec avidité et séparation, ou avec générosité et union. L'auditorium bondé a applaudi, mais c'est l'éclat dans les yeux de la jeune étudiante qui m'a marqué. Peut-être que notre histoire pourrait empêcher d'autres familles de répéter nos erreurs les plus douloureuses. 3 ans se sont écoulés depuis ce matin fatidique où le téléphone a apporté la nouvelle de l'héritage. Aujourd'hui, le fonds de bienfaisance que nous avons créé aide plus de 200 familles par an et notre histoire continue d'inspirer des réconciliations à travers toute la France. Hélène a obtenu son diplôme en gestion d'ONG et dirige notre fondation avec une compétence que je n'aurais jamais imaginé qu'elle possédait. J'ai découvert que j'ai un talent pour l'écriture. Je travaille sur un 2e livre sur le vieillissement actif et le but dans le 3e âge. Nos matins commencent toujours par du café et des conversations, mais maintenant, ils incluent la planification de projets sociaux et la réponse aux lettres des lecteurs. L'appartement sent constamment les fleurs fraîches. Hélène maintient des arrangements dans chaque pièce, comme si elle voulait parfumer notre nouvelle vie d'une beauté constante. Quand on me demande si je pardonne à ma sœur de m'avoir expulsée, je réponds que j'ai depuis longtemps transcendé le pardon. Maintenant, je ressens de la gratitude. Ces 3 jours de solitude m'ont révélé qui j'étais vraiment. Et le chemin du retour nous a montré qui nous pourrions devenir ensemble. Le véritable héritage n'était pas les 9,3 millions d'euros, mais la découverte qu'il n'est jamais trop tard pour recommencer une histoire d'amour familial.